Selma avait toujours su que sa mère, Alizéa, n'était pas une mère comme les autres. Dans le monde, il y a des femmes qui enfantent avec douceur, qui nourrissent leurs enfants avec patience, qui transmettent la sagesse comme on transmet une prière. Et il y a celles qui enfantent le chaos, qui entrent dans une maison comme un parfum trop fort, qui attirent l'attention comme un feu allumé en pleine nuit. Alizéa appartenait à cette catégorie-là. Celle des femmes qui refusent de laisser le temps les dompter, celles qui portent des vêtements trop serrés, des talons trop bruyants, des rêves trop grands et trop vides. Depuis petite, Selma l'avait vue marcher comme si elle défilait sur un podium, rire comme si le monde entier était sourd, parler comme si chaque mot était un défi. Pendant que les autres mères bordaient leurs filles, apprenaient à tresser, cuisiner des plats fumants au goût d'amour, Alizéa lançait des ordres comme des pierres. « Range ça, sois jolie, ne me fais pas honte. » Et jamais rien d'autre. Jamais un câlin, jamais un conseil, jamais une parole qui réchauffe. Selma s'était élevée seule, comme une fleur qui pousse entre deux pierres. Quand elle commença à devenir belle, à prendre de la prestance, Alizéa disait à qui voulait l'entendre « C'est moi qui l'ai formée ». Mais Selma savait que ce n'était qu'un mensonge de plus, comme ceux que sa mère racontait aux hommes riches qu'elle fréquentait le soir. Les gens murmuraient parfois « C'est sa mère ou sa sœur ?» tant l'attitude d'Alizéa défiait les codes. Selma se taisait, car comment expliquer que ta propre mère se comporte comme ta rivale ? Malgré tout, elle l'aimait, d'un amour fatigué, mais fidèle, comme on aime une cicatrice qui ne part jamais. Et elle espérait, naïvement, que sa mère ne gâcherait pas son futur mariage avec Kader, un homme bon, doux et sincèrement amoureux d'elle. Quand les préparatifs commencèrent, Selma prit une décision qui allait changer tout le cours de sa vie. Un après-midi, alors qu'elle sirotait un jus avec Kader, elle se tourna vers lui et, d'une voix incertaine, dit « J'aimerais que ma mère reste quelques jours ici avant le mariage. » Kader se figea, surpris, mais il vit dans ses yeux ce besoin d'être une fille normale pour une fois, ce désir d'offrir à sa mère une place dans sa nouvelle vie. Il accepta. Si ça te rend heureuse, alors oui. Le lendemain, on frappa à la porte, et Selma accourut le sourire léger. « Maman !» s'exclama-t-elle. Et Alizéa apparut. Sa robe moulait son corps comme une seconde peau, son rouge à lèvres flamboyant rappelait une braise, et son parfum envahit la maison avant même que ses talons ne pénètrent dans le salon. Elle embrassa Selma avec un enthousiasme théâtral. Puis elle observa la maison, chaque détail, chaque meuble, chaque reflet de lumière, les yeux brillants comme si elle calculait leur valeur. Quand elle aperçut Kader, quelque chose dans son sourire changea. Un éclat profond, glissant, presque prédateur. Selma fit des présentations. « Maman, voici Kader. » Alizéa lui tendit la main comme si elle le sélectionnait pour une audition et dit, d'une voix douce comme du miel chaud, « Mais tu es encore plus beau que ce que j'imaginais. » Kader répondit avec un sourire poli, « Vous êtes la bienvenue, maman. » Cette nuit-là, Alizéa se comporta comme si elle était chez elle. Elle s'installa sur le canapé, croisait les jambes de façon trop calculée, riait plus fort que la télévision, posait des questions intrusives et chaque fois qu'elle parlait, ses yeux retournaient vers Kader. Selma observait, inquiète, mais elle se disait que c'était dans sa tête. Le lendemain, Alizéa sortit de sa chambre dans une tenue si courte qu'on aurait dit un tissu oublié sur sa peau. Elle marchait dans la maison comme sur une scène, se penchait lentement, riait pour rien, et s'arrangeait toujours pour être près de Kader, comme si c'était naturel. Kader, lui, vivait une torture silencieuse. Il voyait, il comprenait, mais il ne savait pas comment parler à Selma sans lui briser le cœur. Les jours passaient, et Alizéa devenait de plus en plus audacieuse, comme un serpent qui s'approche à force de tester le terrain. Puis vint la nuit où tout bascula. Il pleuvait fort, le tonnerre grondait. Selma appelait Kader pour lui dire qu'elle ne pouvait pas rentrer. « Je dors au bureau, je reviens demain matin. » Kader soupira mais accepta. Dans l'ombre du couloir, Alizéa entendit chaque mot. Elle ne dit rien, mais un sourire glissa lentement sur son visage. Le lendemain soir, une odeur sucrée monta de la cuisine. Kader y trouva Alizéa vêtue d'une longue robe rouge, moulée, flamboyante comme une flamme. « J'ai préparé ton plat préféré ?» dit-elle, sans que Kader comprenne comment elle savait cela. Ils s'assirent. Elle s'approcha trop près, encore plus près. Ses doigts frôlaient les siens. Son souffle touchait son cou, et puis elle lâcha la phrase qui fit trembler l'air. « Dis-moi vraiment, est-ce que Selma est bonne au lit ?» La cuillère tomba de ses mains. « Quoi ?» s'écria-t-il. Elle sourit, lentement. « Tu peux me le dire. Certaines femmes sont jolies dehors, mais froides dedans. Je peux t'aider à oublier ça.
Juste une nuit. Personne ne saura. Il tenta de se lever. Elle posa sa main sur son torse, glissant ses doigts jusqu'à son épaule. Kader resta figé, le cœur battant, un mélange de colère, de honte et de paralysie. Dehors, la pluie tombait comme si le ciel observait la scène. Cette nuit-là, Kader céda. Une faiblesse, une erreur, une chute. Et pendant ce temps, Selma, dans un taxi, souriait, heureuse de rentrer plus tôt et d'embrasser l'homme qu'elle aimait. Quand elle monta les escaliers et ouvrit la porte de la chambre, son univers se brisa. Sa mère, son fiancé, dans son lit. Nue, elle resta figée. Les larmes jaillirent avant même qu'elle ne puisse parler. Alizéa hurla la première. « Selma, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais endormie. Il est venu vers moi. » Kader se leva d'un bond. « Selma, écoute-moi, je t'en supplie !» Mais Selma n'entendait plus rien. Sa respiration se coupait, ses mains tremblaient, son âme se déchirait. Elle prit sa valise, jeta ses vêtements et quitta la maison. Le mariage fut annulé, le gâteau ne fut jamais servi, la robe ne fut jamais portée, et Kader disparut de la surface du monde, avalé par la honte, sans laisser de traces. Selma, elle, s'enfonça dans une solitude froide, jusqu'au jour où William entra dans sa vie. Après la trahison de Kader et l'effondrement brutal du mariage qui aurait dû sceller son bonheur, Selma s'était retirée dans un silence qui ressemblait à un désert sans vent, un espace vide où même ses pensées avaient peur de faire du bruit. Pendant des semaines, elle fonctionna en pilote automatique. Se lever, travailler, manger à peine, dormir mal, recommencer. Sans passion, sans couleur, sans voix. Sa mère, elle, n'avait offert ni excuse ni explication. Elle avait disparu comme elle apparaissait dans la vie des gens, par intérêt, puis par lassitude. Un soir pourtant, alors que Selma mangeait seule dans un petit restaurant, un homme s'approcha doucement, sans arrogance, sans cette lueur intéressée qu'elle connaissait trop bien. Il s'appelait William, un homme calme, posé, vêtu simplement, mais avec élégance, dont le sourire n'exigeait rien. « Je peux m'asseoir ?» avait-il demandé d'une voix douce, et ce fut ainsi que la lumière recommença doucement à pénétrer dans le cœur fissuré de Selma. Contrairement à Kader, William ne posa pas de questions sur son passé, ne chercha pas à comprendre les morceaux brisés. Il se contenta d'être là, présent, patient, comme si sa présence suffisait à réparer ce qui avait été détruit. Ils marchèrent, parlèrent, rirent timidement, et petit à petit, Selma retrouva un semblant de joie, un souffle oublié depuis longtemps. William lui disait souvent « La douleur ne ferme jamais d'une vie, elle ouvre juste un chapitre que tu n'avais pas prévu. » Un matin lumineux, sous l'ombre d'un grand arbre, il s'agenouilla devant elle et, des yeux pleins de tendresse, demanda « Selma, veux-tu m'épouser ?» Les larmes montèrent dans les yeux de Selma, mais cette fois ce n'étaient pas des larmes de douleur, mais de gratitude, et elle répondit oui, sans hésitation. Le mariage fut simple, discret, sans bruit ni extravagance, exactement ce dont elle avait besoin. Elle retrouva enfin la paix, un sentiment qu'elle croyait perdu à jamais. Pendant de longs mois, elle reconstruisit sa vie, s'efforçant d'enterrer profondément la partie de son passé qui portait le nom d'Alizéa. William était bon, patient, protecteur, et son amour était comme une couverture chaude dans une nuit froide. Mais un soir, alors qu'ils étaient assis sur leur balcon à regarder le ciel viré à l'orange, William lui demanda d'une voix douce « Selma, quand est-ce que je pourrai rencontrer ta mère ?» Le cœur de Selma se contracta brutalement. Elle secoua la tête. « Non, pas maintenant, je préfère éviter. » Mais William insista avec douceur, jamais avec force. « Elle reste ta mère. Je veux juste la rencontrer, c'est tout. » Pendant des semaines, Selma résista, mais la pression intérieure monta jusqu'à l'étouffer. Un matin, d'une voix tremblante, elle prit son téléphone et appela Alizéa. « Maman, William aimerait te voir. » À l'autre bout du fil, la voix de sa mère se fit mielleuse. « Bien sûr, mon bébé, tout pour toi. » Le lendemain, Alizéa arriva avec son éternel parfum lourd, sa robe serrée, ses cheveux parfaitement lissés, son sourire faux et brillant. Elle embrassa Selma, mais ses yeux, eux, cherchaient déjà William. Et lorsqu'il le vit, son sourire devint plus large, plus affûté, comme une lame polie. « Ah, Selma, tu as bien choisi cette fois », souffla-t-elle plus tard à sa fille, un sourire qui sonnait comme une promesse de malheur. Les premiers jours, Alizéa joua son rôle de mère modèle. Elle aidait un peu, riait doucement, préparait des repas comme si elle voulait rattraper tout ce qu'elle n'avait jamais donné. Mais Selma, elle, savait que sa mère ne faisait rien sans intention. Et elle avait raison. Peu à peu, ses regards vers William devinrent trop longs, trop appuyés. Elle cuisinait ses plats préférés. Comment les connaissait-elle?
et les servait avec une douceur qui n'avait jamais existé. « Mange, mon gendre !» disait-elle en posant sa main sur son épaule. Elle le complimentait sans cesse. « Tu es si élégant aujourd'hui. Cette chemise te va à merveille. » « William, t'as tellement de classe. » Selma observait, son cœur se serrant chaque jour un peu plus, mais elle refusait de croire que sa mère recommencerait. Jusqu'au jour où l'inimaginable se produisit. Un soir, alors que William lavait une cuillère dans la cuisine, Alésia entra silencieusement et posa ses mains sur ses épaules. William, surpris, se retourna lentement. Elle lui sourit, un sourire glissant comme de l'huile chaude. « Tu n'as pas besoin d'être timide. Tu veux goûter à moi ?» William recula violemment, choqué. Il quitta la pièce sans un mot, le cœur battant, les mains tremblantes. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il se tourna finalement vers Selma, à bout. « Chérie, je dois te dire quelque chose. » Selma se redressa, inquiète. William inspira profondément. « Ta mère a tenté de me séduire. Elle m'a touchée. Elle m'a dit qu'elle voulait un goût de moi. » Selma resta pétrifiée. Sa respiration se suspendit. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je suis sérieux, Selma. C'est elle qui est venue vers moi. Je ne lui ai rien fait, je te le promets. » Mais l'esprit de Selma, brisé une première fois par la trahison de Kader, se mit à trembler. Elle explosa. « Tu accuses ma mère ? Tu crois vraiment qu'elle ferait ça ? Tu te trompes, William. Elle m'a élevée seule. Elle a souffert pour moi. » William resta pétrifié, blessé mais calme. « Selma, je te dis la vérité. » Avant qu'il ne puisse poursuivre, Alésia entra dans la chambre en pleurs, des sanglots trop parfaits pour être vrais. Elle tomba à genoux. « Selma, c'est William. Il m'a touchée quand je sortais de la salle de bain. Il m'a dit de venir avec lui dans la baignoire. Je l'ai supplié d'arrêter. » Selma chancela. Ses oreilles bourdonnèrent. Elle regarda William, puis sa mère, puis de nouveau William. Le sol se dérobait sous elle. William, effondré, prit son sac. Il ne cria pas, il ne supplia pas. Il retira son alliance, la posa sur la table et quitta la maison sans se retourner. Selma tomba à genoux en larmes, encore une fois dévastée par les mensonges d'une femme qui n'aurait jamais dû porter le titre de mère. Les semaines passèrent. La maison devint un tombeau silencieux. Selma cessait de sourire, cessait de parler, cessait de vivre. Puis un jour, dans un restaurant calme, un homme s'approcha d'elle avec un sourire timide. Teddy. Un homme simple, posé, sans arrogance, aux mots doux et à la présence rassurante. Comme William, il n'insista pas. Comme Kader, il n'était pas complexe. Comme personne d'autre, il avait une bonté naturelle qui touchait Selma sans bruit. Petit à petit, Teddy devint son refuge. Il lui écrivait des messages le matin, lui partageait des livres, l'écoutait sans la presser. Selma recommença à respirer, à sourire un peu, à croire en la possibilité d'un lendemain plus lumineux. Quand Teddy lui demanda de devenir sa femme, elle accepta, espérant qu'enfin sa vie prendrait un tournant stable, doux et éloigné de l'ombre d'Alésia. Mais le destin n'oublie jamais les dettes non réglées. Après son mariage avec Teddy, Selma croyait enfin avoir trouvé un havre où son cœur pourrait se reposer, un endroit où les ombres du passé ne viendraient plus s'accrocher à son avenir. Teddy était tendre, solide, profondément amoureux d'elle, et sa présence calmait les tempêtes intérieures que Selma portait depuis l'enfance. Quelques mois plus tard, elle tomba enceinte, et Teddy éclata de joie, riant, la soulevant dans ses bras, dansant avec elle dans la cuisine comme un enfant qui découvre le monde. À cet instant, Selma sentit une lumière chaude remplir son cœur, une lueur d'espoir, comme si la vie lui offrait enfin une seconde chance. Mais cette douceur portait déjà en elle une fissure invisible, car la grossesse l'épuisait, et Teddy, inquiet, voulait que Selma soit entourée, aidée, accompagnée. Un soir, alors qu'ils étaient allongés sur le canapé, Teddy posa sa main sur le ventre arrondi de Selma et dit doucement « Tu devrais avoir quelqu'un près de toi pendant la grossesse. Pourquoi ne pas inviter ta mère quelques semaines ?» Le cœur de Selma se serra comme une corde trop tendue.
Elle esquissa un faux sourire. Non, non, je peux gérer seule. Teddy, surpris, insista sans colère. Selma, tu portes notre enfant. Tu ne devrais pas rester seule quand je travaille. Elle reste ta mère quand même. Selma détourna les yeux, la gorge nouée par la peur, mais elle ne dit rien. Pendant des jours, elle repoussa l'idée, avalant son anxiété comme un poison lent, jusqu'au jour où, épuisée, vulnérable, affaiblie par la grossesse, elle céda. Elle prit son téléphone, inspira profondément et murmura « Maman, je suis enceinte ». À travers le combiné, la voix d'Alizéa éclata comme un rire sucré. « Mon bébé, j'arrive tout de suite !» 3 jours plus tard, Alizéa débarqua, avec ses valises, ses robes serrées, ses cheveux parfaitement lissés, son parfum lourd qui envahissait chaque pièce comme une fumée toxique. Elle embrassa sa fille, puis posa immédiatement les yeux sur Teddy. Et dans ce regard, Selma sentit la même menace, la même chaleur malsaine, le même éclat qu'elle avait vu lorsque sa mère avait rencontré Kader et William. Teddy, gentil comme toujours, l'accueillit avec un large sourire. « Bienvenue, maman !» Mais Selma sentit la terre se dérober sous ses pieds. Les premiers jours, Alizéa joua parfaitement son rôle. Elle préparait des soupes, rangeait quelques affaires, parlait avec douceur, posait sa main sur l'épaule de Selma comme une vraie mère attentionnait leur effet. Mais ce n'était qu'un masque, et derrière ce masque, la prédatrice observait, calculait, attendait. Peu à peu, ses yeux se posèrent trop souvent sur Teddy. Elle commentait sa façon de s'habiller, lui servait ses repas préférés, riait trop fort à ses blagues les plus simples, et Selma sentait son cœur se serrer chaque fois qu'elle voyait sa mère tourner autour de son mari comme un vautour tournant autour d'une proie encore vivante. Une nuit, alors que Selma dormait, épuisée, par les nausées et les douleurs, Teddy se leva pour aller boire de l'eau. Il traversa le couloir sombre, posa son verre dans l'évier, quand soudain la porte de la salle de bain s'ouvrit d'un léger grincement. Il se retourna instinctivement. Alizéa se tenait là, à moitié nue, couverte seulement d'une serviette mal attachée. Elle se pencha en ramassant un objet invisible, laissant la serviette glisser légèrement le long de sa cuisse. Teddy détourna immédiatement le regard. « Bonsoir, maman. » Mais Alizéa s'approcha lentement, ses pas feutrés avalant l'espace entre eux. « Pourquoi tu fuis ?» murmura-t-elle d'une voix basse et chaude. « Je sais que tu en as envie. Tu es un homme, Teddy. Selma est enceinte, tu n'as rien eu depuis des semaines. Laisse-moi prendre soin de toi. Juste une fois, personne ne saura. » Teddy recula, choqué, mais son corps tremblait, son esprit s'emballait, et la voix d'Alizéa glissait dans son oreille comme un venin tiède. Il resta figé. Elle posa sa main sur son torse. Et dans cette nuit lourde, dans ce moment où la morale se brouille sous la fatigue et la surprise, Teddy céda. Une fois, puis une autre, puis encore. La honte le dévorait, mais il n'arrivait plus à rompre le fil toxique qu'Alizéa avait tissé autour de lui. Les semaines passèrent. Selma, concentrée sur sa grossesse, remarqua d'abord les vomissements de sa mère, son teint pâle, ses absences soudaines. Elle proposa d'aller à l'hôpital. Alizéa refusa, puis, sous l'insistance de sa fille, accepta d'un air agacé. Les tests furent longs. Le médecin revint avec une enveloppe qu'il tendit à Selma. Elle l'ouvrit lentement. Son cœur s'arrêta. Test de grossesse, positif. Âge estimé, 8 semaines. Le monde de Selma bascula. Elle leva les yeux vers sa mère, dont le visage s'était figé dans un silence révélateur. Selma, les mains tremblantes, murmura « Maman, c'est qui le père ?» Alizéa baissa la tête. Selma se rapprocha, le ton brisé. « Maman, réponds-moi, c'est qui ?» Alizéa leva enfin les yeux, et dans un souffle, elle avoua « C'est Teddy ». Le cri de Selma se perdit dans sa gorge, son corps faiblit. Elle tomba à genoux, tenant son ventre de femme enceinte, comme si son cœur s'était fissuré dans la même chair que l'enfant qu'elle portait. L'hôpital résonna de son silence. Cette douleur-là n'avait pas de voix. Les infirmières accoururent, mais il n'y avait aucun médicament, aucune perfusion, aucun calmant capable de réparer une trahison aussi violente. Le lendemain matin, Teddy se réveilla dans une maison vide. Les placards vidés, les vêtements de Selma disparus, les photos retirées des cadres, le berceau démonté. Pas de message, pas de lettre, rien. Selma avait disparu avec son enfant, comme une ombre blessée qui quitte la lumière pour ne plus jamais être touchée. Teddy chercha partout, appela au travail, demanda aux voisins, mais personne ne savait rien. Quant à Alizéa, son ventre s'arrondissait, mais ses yeux perdaient toute lumière.
Elle accoucha quelques mois plus tard d'une petite fille fragile, pâle, souffrant d'une maladie rare du sang qui nécessitait des soins coûteux. Sans argent, rejetée par ceux qui la connaissaient, elle publia un message plein de désespoir sur les réseaux sociaux. « S'il vous plaît, aidez-moi à sauver ma fille ». Mais au lieu d'aide, elle reçut des insultes, des moqueries, des reproches. Son passé revenait la dévorer. Les jours devinrent un long couloir de souffrance. Elle dormait dehors, tenant son bébé contre elle pour la réchauffer. Puis une nuit pluvieuse, à l'hôpital, Alizéa subit un AVC massif. Elle mourut seule, sur un lit métallique, sans main à tenir, sans regard aimant, sans une seule personne pour la pleurer. À côté d'elle, un petit papier froissé où elle avait griffonné « Selma, pardonne-moi ». Lorsque Selma apprit la nouvelle, elle resta immobile, les yeux secs. Il arrive un moment où les larmes ne coulent plus, non parce que la douleur est partie, mais parce qu'elle est devenue trop profonde pour trouver le chemin vers les yeux. Et dans ce silence, Selma comprit enfin que certaines mères ne donnent pas la vie, elles la brisent.